Asseoir. Juge présidente, je crois comprendre que vous allez poursuivre. Je ne sais pas qui va parler maintenant. Je continue sur ma lancée, Madame la Présidente. Just to remind you, Donc, j'aimerais juste vous rappeler que vous avez environ 35 minutes qui vous restent pour terminer la présentation de vos arguments. Je me tiendrai à ce timing. J'ai évoqué, Madame la Présidente, Madame la Juge, Monsieur le Juge, en détail le rôle d'Alassane et ses différentes fonctions à toutes les étapes du processus répressif et punitif mis en place par Ansar-Dine et Al-Qaïda au Maghreb islamique à Tombouctou en 2012. J'ai aussi évoqué en détail les faits démontrant la gravité des faits commis, ainsi que ceux caractérisant les circonstances aggravantes. Et pour être très clair à ce stade et résumer les choses, l'accusation retient 5 circonstances aggravantes: le zèle dont Alassane a fait preuve, la multiplicité des victimes, leur caractère vulnérable et sans défense, la cruauté particulière des faits commis et le motif discriminatoire. Le reste a trait à la gravité des faits. Et il n'y a donc pas de double comptage. Je note qu'à 9h01, la défense nous a très gracieusement fait part de 3 annexes. Je demande très clairement qu'elles soient rayées du dossier. On est censé faire des conclusions orales, pas des conclusions écrites. Or, ces annexes sont substantielles. Elles viennent à la dernière minute, en embuscade. Et cela contourne d'ailleurs le timing imparti par la Chambre à chaque partie pour faire ses conclusions. Sans ça, nous aussi, on aurait pu venir avec des annexes et rajouter des heures de conclusion orale déguisées dans des écrits. Permettez-moi maintenant d'aborder une série de facteurs et circonstances que la défense va développer au titre des circonstances atténuantes. Je veux rassurer la Chambre, je ne vais pas être exhaustif et je ne vais pas m'attarder plus que nécessaire. Il n'existe dans cette affaire aucune circonstance ni facteur atténuant pour M. Alassane. Et les arguments de la défense sont soit infondés, en fait ou en droit, soit généralement non pertinents. Je prendrai quelques exemples intéressants et topiques
car précisément ils illustrent comment la défense peut se fonder sur des affirmations sans fondement factuel ou contraire aux faits, au risque parfois d'induire accidentellement la Chambre en erreur. Je laisse de côté les questions d'état de santé actuel de M. Alassane liées au Covid-19 et le syndrome post-traumatique allégué, imputé à des faits prétendus de torture pendant sa détention au Mali, lesquels n'ont rien à voir avec la procédure devant la CPI de toute façon. On s'en est déjà expliqué longuement par écrit. Et sur cette question de la santé actuelle de M. Alassane, je renvoie à la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Ongwen et à votre décision récente sous le numéro 2639. Je me focalise donc simplement sur les allégations de la défense concernant la prétendue coopération de M. Alassane, ses remords allégués et la question du pardon dont il ferait l'objet. C'est assez instructif, comme on va le voir. La défense évoque tout d'abord la coopération de M. Alassane, le condamné. Je dois dire, on a beau retourner la procédure dans votre chambre dans tous les sens, on ne voit aucun signe de coopération de M. Alassane. Au contraire, M. Alassane, loin de coopérer avec l'accusation, s'est opposé systématiquement à l'accusation pendant tout le procès. Bien sûr, il a donné une interview en 2017 comme témoin. Mais c'était avant que la Chambre préliminaire émette un mandat d'arrêt en mars 2018 contre lui. Depuis lors, durant 6 années consécutives, M. Alassane, et c'est parfaitement son droit, a fait preuve d'une absence totale et persistante de coopération. Il s'est ainsi opposé de façon la plus ferme à ce que son interview de 2017 précisément soit versée en preuve devant votre Chambre. L'accusation n'a même pas pu obtenir un seul agree de fact, ne serait-ce que sur son lieu de naissance ou sa profession comme pharmacien. Alassane conteste même l'existence d'un conflit armé au Nord-Mali. Tout enfant malien sait qu'il y a un conflit armé au Nord-Mali et il suffit d'aller sur YouTube et de taper Mali 2012 pour le constater. On est loin ne serait-ce que de la situation de Katanga qui a témoigné longuement et fourni des détails à l'audience sous serment. Alors Alassane peut s'opposer à tout, c'est son droit, je le reconnais volontiers, mais on ne peut pas parler de coopération, c'est erroné. Il n'y a chez Alassane aucune expression de remords, je ne me fais pas maintenant remords, il n'y a chez lui aucune expression de remords explicite et sincère. Il a déposé une déclaration écrite devant votre Chambre. Il y déclare, je cite, c'est intéressant, « Des personnes peuvent ressentir qu'on leur a fait du mal, alors qu'on n'a pas réalisé qu'on a fait du mal, mais s'ils disent qu'on a fait du mal, alors il faut demander pardon. » C'est tellement général et ambigu. Alassane ne mentionne même pas Tombouctou ou les Tombouctiennes et les Tombouctiens. Alassane ne mentionne même pas les faits de 2012. Alassane ne mentionne même pas un seul des crimes pour lesquels il a été condamné par votre Chambre. Il ne mentionne même pas le nom ne serait-ce que d'une victime. En un mot, il ne reconnaît pas avoir fait du mal ni avoir commis des crimes. À la vérité, des remords, on n'en voit pas. Et on est très loin, par exemple, de la position d'Al-Mahdi, un local de Tombouctou comme Alassane, poursuivi en 2012 pour l'attaque contre les mausolées, et qui a exprimé des regrets directs, clairs et appuyés à l'audience lors de son procès
à la CPI en 2016. Pas de coopération, pas de remords. J'en viens à la question du pardon tel que développé par la défense. La défense parle de pardon, mais attention. Premièrement, pardonner ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de sanctions. Il faut distinguer d'une part le plan de la morale et de la conviction personnelle et d'autre part le plan de l'application de la loi. En fait, la sanction nécessaire et juste, la rétribution précède souvent le pardon. On verra ce que disent les victimes, mais si je me souviens bien, les victimes demandent même une peine d'emprisonnement à vie contre M. Alassane. Donc clairement, ils font bien la distinction entre sanction et pardon. Deuxièmement, la défense indique que la population de Tombouctou est prête à pardonner ceux qui s'avancent pour lui demander pardon. On est dans le général, sans aucun détail. Il y a un seul témoin qui mentionne un pardon de la population à Alassane, mais quelle est sa qualité pour le dire? Je renvoie à la décision dans l'affaire Ongwen. Seuls les représentants légaux des victimes ont qualité pour parler au nom de ces dernières. Et troisièmement, nul doute que certains n'ont pas pardonné. Souvenez-vous du cas de Dédé Maïga, amputé en 2012 à Tombouctou. Il est mort depuis, il n'a pas pardonné. Et il le dit dans une vidéo MLI OTP 0001-7077, 20e minute. Il déclare « Il ne mérite pas le pardon. Tous ceux qui excusent ces gens sont complices. » Au total, ces développements sont dénués de pertinence quant à la détermination de la peine. Les développements de la défense. L'accusation requiert bien effectivement un minimum de 22 années d'emprisonnement. Je ne vais pas répéter nos conclusions écrites, je vais simplement souligner quelques points. Qu'en est-il en termes de référence de jurisprudence antérieure? Vous connaissez la jurisprudence Semenza, OTPYR. La Chambre d'appel indique les comparaisons peuvent ne pas être d'une grande utilité, étant donné que chaque affaire a ses propres circonstances particulières et que les circonstances atténuantes et aggravantes peuvent commander des résultats différents. Mais ce n'est pas forcément que toute comparaison est forcément appropriée quand il y a des similitudes. Là aussi, l'affaire Semenza le mentionne, la décision de la Chambre d'appel au paragraphe 394. Donc il faut vous focaliser sur les faits particuliers de l'affaire et les circonstances aggravantes qui concernent M. Alassane, ainsi que l'absence de circonstances atténuantes, mais il y a quand même des parallèles justifiés qui peuvent être faits, et je vais les faire. J'ai mentionné le cas de M. Almadi, membre d'Ansardine et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique en 2012 pendant l'occupation de la ville. Lui aussi est un local. Il s'agit là des mêmes lieux, de la même période de temps. Et M. Almadi a été poursuivi pour l'attaque contre les mausolées menée pendant une dizaine de jours, soit un seul chef d'accusation qui en soi ne portait pas sur l'intégrité physique des personnes. M. Almadi a pleinement coopéré dès le début, il a plaidé coupable, il a exprimé des remords sincères à l'audience, on l'a dit. Sur la base de ces différents facteurs, la Chambre de première instance concernée a prononcé une peine de 9 années d'emprisonnement contre lui. En comparaison, les crimes de persécution, torture, traitement cruel, atteinte à la dignité de la personne,
mutilation, autre acte inhumain et sanctions prononcées sans jugement préalable par une cour régulièrement constituée. Tous ces crimes commis par Alassane sont infiniment plus nombreux, portent aux personnes sans défense et vulnérables, y compris femmes et enfants, et ont duré infiniment plus de temps avec un motif discriminatoire. Je vais me référer à un autre cas, celui de M. Ongwen, dans lequel la peine originale de 30 années d'emprisonnement pour persécution a été réduite d'un tiers à 20 ans en raison du jeune âge auquel M. Ongwen... Madame la Présidente. Je m'excuse, Monsieur Duterte, nous avons un petit problème technique. Un moment, s'il vous plaît. Judge Akane, Madame la juge Akane n'entend pas l'interprétation sur le canal anglais. Peut-être que quelqu'un pourrait l'aider, s'il vous plaît? Mr. Duterte, perhaps you could... La juge présidente, Monsieur Duterte, peut-être pourriez-vous parler en français pour que nous puissions voir si cela fonctionne? Citation du poète Nazım Hikmet, poète turc. Merci. La question n'est pas d'être captif, la question c'est de garder sa dignité. Dans le recueil « Il neige dans la nuit ». Merci beaucoup, Monsieur Duterte. Je pense que c'est d'accord pour le moment et we can proceed. Nous pouvons poursuivre, merci. Est-ce que je dois reprendre un peu en arrière et à partir de quand je continue, Madame la Présidente? Je suis dans vos mains. I think that's fine. You can... La juge présidente, non, je pense que vous pouvez poursuivre. Excusez-nous encore de cette interruption. En dehors du cas d'Al-Mahdi, qui avait une charge, sans atteinte aux personnes, et qui a reçu une peine d'emprisonnement de 9 ans, rien de comparable avec la multiplicité de charges et de circonstances aggravantes applicables à M. Alassane, je fais référence au cas de M. Ongwen, qui a reçu une peine originale de 30 années d'emprisonnement pour persécution, laquelle peine a été réduite à 20 ans en raison de son jeune âge lorsqu'il avait été enlevé. Dans cette affaire, les actes sous-jacents de persécution, l'affaire Ongwen, incluaient les condamnations, comme dans Alassane, pour torture et atteinte à la dignité de la personne. Dans l'affaire Ongwen, comme dans l'affaire Alassane, il y avait la circonstance aggravante de multiplicité de victimes. Mais dans les cas d'Ongwen et d'Alassane respectivement, il y avait différentes autres condamnations sous-jacentes aux crimes de persécution. Par exemple, les condamnations pour meurtre, tentative de meurtre et de pillage dans l'affaire Ongwen et condamnations pour autres actes inhumains, traitement cruel, mutilation et sanctions prononcées sans jugement préalable par une cour régulièrement constituée dans le cas d'Alassane. Donc, certaines différences, mais au-delà, dans le cas de M. Alassane, il y a les circonstances aggravantes additionnelles, le zèle de M. Alassane, le caractère sans défense des victimes et une particulière cruauté. Au total, mutantis mutandis, en comparant ce qui est comparable, Al-Mahdi, Ongwen, Alassane, il n'y a rien qui justifie de descendre pour le crime de persécution dans la présente affaire à moins de 22 ans d'emprisonnement. Je me dois à ce stade d'aborder très brièvement 3 aspects techniques que je vais évacuer le plus rapidement possible. C'est un peu aride, je m'en excuse, mais je dois être en record sur ça. Le premier point technique est mentionné par la défense dans son mémoire. C'est lié aux conditions de remise de M. Alassane à la Cour pénale internationale.
il n'y a aucune violation du statut, encore moins d'impact en termes de réduction de peine. Je me réfère au filing ICC-01/12-01/18, ICC-0112-01/18, 10 du 29 mars 2018. Les éléments nécessaires sont là. Donc 0112-0118-10. L'argument maintenant d'Alassane aux fins d'appuyer son temps de détention au Mali entre 2017 et 2018 sur la peine que vous prononcerez. Soyons clairs, le temps de détention d'Alassane au Mali, avant sa remise à la Cour, est non lié à la procédure et ne saurait être décompté de sa peine. L'arrestation d'Alassane par Barkhane date du 21 avril 2017. L'accusation a appris cette arrestation par les médias en mai 2017. Mémoire 982. L'accusation a ensuite interrogé Alassane comme témoin à partir du 13 juillet 2017. Le premier contact du bureau du procureur avec les autorités françaises date de novembre 2017 pour obtenir les notes d'interview faites par les autorités françaises avec M. Alassane. La demande de mandat d'arrêt déposée par le bureau du procureur à la chambre préliminaire 1 date du 20 mars 2018. Il a été, ce mandat d'arrêt, décerné le 27 mars 2018. Barkhane n'a donc jamais arrêté Alassane en avril 2017 en raison d'un mandat d'arrêt de la CPI délivré près d'un an plus tard, en mars 2018. C'est l'évidence. Et le dossier de transfert des autorités françaises aux Maliens, MLI OTP 0069 99 39, et le dossier de la DGSE malienne, notamment 0066 0066-0452, montre que les autorités françaises et maliennes étaient intéressées par les activités d'Alassane avec Al-Mansour et Iyad al-Khrali après 2013. Aucun lien avec la présente affaire. La défense vient à la dernière minute avec un document qu'elle détient depuis 3 ans, depuis 2021, du ministère de l'Intérieur français. Un document qui comporte une formule ambiguë. L'accusation ne peut pas spéculer sur ce que l'auteur de cette lettre voulait signifier. Seul lui pourra le clarifier. Je constate que la défense a fait le choix de ne citer personne à l'audience pour éclairer ce document. Pas de contre-interrogatoire possible sous serment donc. C'était le choix de la défense, dont acte. Au total, la détention d'Alassane au Mali n'a aucun lien avec la CPI et ne saurait être déduite de la peine que vous prononcerez. Un mot rapide sur la composition de la Chambre et le remplacement d'un juge. Je dirais que tout délai pris potentiellement ne préjudicie aucunement Alassane, qui est déjà condamné, et dans la mesure où toute période de détention à la CPI, entre cette audience et le moment où le jugement sur la peine sera prononcé, a vocation à être pris en compte sur le temps total qu'Alassane devra effectivement passer en prison. Il n'y a donc pas de préjudice.
Toutes ces questions un peu techniques nous ont éloignés de la réalité humaine des faits de 2012 dans cette affaire et des faits graves dont Alassane est l'auteur. Laissez-moi finir avec le cas déchirant de Dedeu Maïga. On est dans la matinée du 16 septembre 2012, sur l'esplanade de l'hôtel Azalaï. Une foule, incluant des femmes, des enfants, a été rameutée par Ansardine et Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce jour-là, Tombouctou a été témoin d'une violence et d'une cruauté inconnues pour eux. Un acte qui est devenu tristement emblématique pour cette ville, alors que dans un passé pas si lointain, Tombouctou était connu pour son histoire riche et sa civilisation. Je me réfère à nouveau à ce que M. le procureur adjoint a dit. On a des photographies de ce triste événement du 16 septembre 2012. Vous les avez vues. Elles sont au dossier, visibles. Une première photographie montre Dedeu. Il est ligoté au-dessus de la chaise d'une chaise par une corde au niveau de l'abdomen. Ses chevilles sont entravées par des chaînes. Sa tête est couverte par un linge, sans doute pour lui éviter la vision d'horreur qui l'attend quelques instants plus tard et qu'il ne se révolte pas. C'est révoltant. Une deuxième photographie montre la scène après amputation. On y voit la machette utilisée pour couper la main droite de Dedeu. Il y a des traces de sang tout le long de la lame. On voit aussi sur l'image, d'un côté, la main amputée avec des esquilles d'os. Et de l'autre côté, le moignon de Dedeu, sanguinolent. Le moignon est mis dans de l'huile de palme chaude, une boucherie. On devine l'effroi des dégoûts. Ansardine et Al-Qaïda sont manifestement contents. Ils ont cherché à faire un exemple pour montrer leur pouvoir et terroriser la ville. C'est chose faite. Le message est tristement clair. Ils ne reculeront devant rien pour imposer leur loi. Un témoin a déclaré que la foule est partie très vite et que le ciel est devenu noir. Un autre a déclaré à l'audience, je cite, « Le moral était cassé, il y avait peu de mouvement dans la ville, c'était un silence de cimetière. » Dedeu avait été arrêté pour vol par 2 membres de la police. Alassane était l'un d'eux. Alassane savait fort bien quel supplice était encouru. Alassane savait aussi que le tribunal qui a condamné Dedeu n'avait aucune indépendance. Alassane assume totalement cette cruauté. Il déclare dans l'interview du 30 octobre 2012 au gouvernorat, MLI OTP 0069-3712, ouvrez les guillemets, nous avons appliqué des règles sur les voleurs en leur coupant la main. Fin de citation. On est bien loin de la clémence et du pardon dont Alassane prétend aujourd'hui obtenir le bénéfice lui-même. Madame la Présidente, Madame la Juge, Monsieur le Juge, voici un peu plus de 10 ans, au janvier 2013, par un jour sans doute semblable à celui d'aujourd'hui, Al-Qaïda au Maghreb islamique et Ansardine ont fui Tombouctou devant l'avancée des troupes maliennes appuyées par des troupes françaises. Alassane est parti avec Al-Qaïda au Maghreb islamique et Ansardine. Dernier chef de la police islamique, Alassane sait pourquoi.
les Tombouctiens aussi. Tombouctou était libéré, Tombouctou était libre. Mais pour sa part, Alassane a continué dans son même état d'esprit. En 2013, dans les montagnes des Tigarares, où Hakim et Ansardine ont trouvé refuge, il s'est vanté de ce qu'il avait fait, des prohibitions qu'il avait appliquées. Paragraphe 1093 du jugement. La défense vise d'autres paragraphes de votre jugement sur l'état d'esprit d'Alassane. Elle se garde bien de s'appesantir sur ce paragraphe 1093. Madame la Présidente, Monsieur le juge, Madame la juge, 1000 générations de Tombouctiens ont fait la grande histoire de Tombouctou, la perle du désert. Alassane a contribué avec Al-Qaïda au Maghreb islamique et Ansardine à flétrir cet héritage. 1000 générations à venir répareront les traces de l'épisode dramatique de 2012 et ses blessures. Mais pour l'heure, le temps est à la sanction. Une sanction basée sur la nécessaire rétribution et sur la dissuasion. Rétribution et sanction par rapport auxquelles les affirmations de M. Alassane quant à sa réinsertion ont une portée limitée. Je revois à la décision dans l'affaire de Bosco Ntaganda. On parle ici de crimes de guerre, on parle ici de crimes contre l'humanité aux conséquences très graves. On ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Le monde doit savoir que lorsqu'on participe à maltraiter, violenter, persécuter une population, il y a une sanction. Cela fait partie de la dissuasion qui est au cœur du rôle de la Cour pénale internationale et du statut. La Chambre a retenu que les règles et interdictions imposées par Ansardine et Al-Qaïda au Maghreb islamique, ainsi que la menace et l'application de sanctions violentes, ont un effet traumatique sur la population de Tombouctou, qui a vécu dans une atmosphère de peur, de violence, oppression et humiliation. Paragraphe 1540. Avec la participation assidue d'Alassane. Alassane, j'y reviens, est celui qui sera toujours là, à la police, de mai 2012 à janvier 2013, quels que soient les changements de chef. Il est celui qui assume au quotidien le fonctionnement et la continuité de la police, organe pivot dans la répression. Et on a beau chercher, on ne voit personne dans Al-Qaïda au Maghreb islamique et en Sardine qui a eu une telle participation pendant toute l'occupation, du début à la fin de la chaîne de répression, et s'est employé ainsi à mettre en œuvre la vision religieuse de ces deux groupes armés. Un dernier mot, j'en viens quasiment à la fin. Rappelez-vous les écrits d'Alassane cités plus haut et déposés au dossier. Il disait, souvenez-vous, des personnes peuvent ressentir qu'on leur a fait du mal alors qu'on n'a pas réalisé qu'on a fait du mal. Si on comprend bien, lorsque Dédéou est amputé après avoir été par Alassane, Alassane ne réalise pas le mal qui a été fait. Lorsque P557 et P565, mineurs de 14 ans, sont battus de 100 coups de fouet chacun en présence d'Alassane qui sécurise les lieux, Alassane n'a pas l'impression de faire du mal. Lorsque, en novembre, 3 couples sont battus, 600 coups de fouet sont assénés ce jour-là, Alassane est présent pour une victime, Alassane n'a pas l'impression de faire du mal. Au total, une population, des habitants, des femmes, des hommes, des mineurs qui n'avaient rien demandé et rien fait,
Deux groupes viennent les martyriser avec la complicité de locaux, comme Alassane, qui a agi contre ses propres sœurs, contre ses propres frères. Un notable a souligné, je cite, « Toutes les populations étaient terrées dans leurs maisons, de peur d'être réprimées, de peur d'être humiliées, de peur d'être brutalisées, de peur d'être violentées. » Pour n'importe quel vol à main armée, dans une banque, en bande organisée avec des armes et prise d'otages, dans un contexte national, les auteurs recevront pas moins de 12 à 15 ans d'emprisonnement. Madame la Présidente, Madame la Juge, Monsieur le Juge, dans la présente affaire, on est dans une autre dimension. C'est la prise d'otage d'une population entière pendant des mois avec des armes de guerre, avec une répression organisée, planifiée, structurée, méthodique, à la mécanique huilée et sans pitié pendant des mois. Alassane n'a pas l'impression d'avoir fait du mal. Les victimes, P554, Madou Traoré, Dédéou Maïga, P565 et d'autres. Tous ceux qui sont passés devant le tribunal, aussi avec un rapport d'Alassane, ont bien saisi le mal qu'on leur a fait. Les Tombouctiennes et les Tombouctiens ont été fatigués, comme on dit. Ils ont subi beaucoup de mal. Vous leur rendrez justice, sans excès et sans trembler. 22 ans minimum, Madame la Présidente, Madame le Juge, Monsieur le Juge. Duterte, and I thank the prosecution. Et merci à l'accusation pour son exposition et pour avoir respecté les délais. Je me tourne à présent vers les représentants légaux des victimes. Maître Sita, vous avez la parole. Je vous rappellerai que vous disposez de 30 minutes à vous répartir comme vous considérez qu'il sera le plus opportun de le faire. Oui. Madame la juge présidente, je vous remercie de me passer la parole. Et je vous remercie pour ces rappels que vous venez de nous faire à propos du temps qui nous est imparti. Mais pour cela, je demanderai à la Chambre l'indulgence de vérifier sur le terrain avec mon confrère Maître Kassongo si, en l'instant, il peut nous entendre et qu'il peut intervenir parce que cela dépendra finalement de la prise de parole au sein de l'équipe. Je ne sais pas si c'est le greffe qui doit nous aider pour ça. Demander à Maître Kassongo si il peut parler pour qu'on sache si son micro est opérationnel maintenant. I see that the court officer is checking. Présidente, oui, le greffier est en train de voir si c'est possible. Je ne souhaiterais pas perdre trop de temps avec ça, ceci dit, Maître Sita. Donc j'espère qu'on pourra avoir une idée claire assez rapidement. Je pense que je vous entends. It appears he can. Il nous entend visiblement, donc poursuivons, Maître. Merci beaucoup, Madame la juge présidente. Donc, voilà, je commencerai donc de brèves observations compte tenu du temps très limité qui nous a été imparti par la Chambre. Ensuite, Maître Kassongo, qui vient de réagir, prendra la parole. Et Maître Sédou Doumbia clôturera les observations des représentants légaux au cours de cette audience. L'exposé du procureur de ce matin a mis en avant un élément qui est déterminant dans notre approche de la défense des victimes des événements dont il est question ici. Au-delà du préjudice individuel subi par chacune de ces victimes, ces dernières
nous renvoie tout aussi, expressément ou non, à l'aspect collectif du préjudice résultant des crimes qui nous concernent. Le procureur a utilisé le terme des asservissements de Tombouctou, d'entreprise de négation et de mépris de la culture de Tombouctou, d'une population entièrement terrorisée, des femmes et filles étant particulièrement visées. Cet aspect collectif du préjudice présente plusieurs cercles. La population de Tombouctou, tout entière d'abord, ensuite, dans ces groupes, les femmes, du fait de leurs conditions de femmes, et au sein de ces femmes, en particulier, celles qui ont pu se trouver dans des circonstances ou dans des situations ayant justifié en particulier la répression du système mis en place, soit du fait de leur arrestation pour n'avoir pas respecté les nouvelles règles, soit du fait de l'intérêt qu'elles représentaient pour les bandes armées pour servir de mariage forcé, ou encore toute une série d'autres motifs qui restent à ce jour ressentis comme une profonde source d'injustice, car, comme l'a rappelé le procureur, le jugement a reconnu que les règles spécifiques et interdictions spécifiques imposées aux femmes et leur application avaient un impact négatif sur tous les aspects de la vie des femmes du Tombouctou. Au-delà des observations publiques que nous avons déposées, je transmets donc ici les vies et préoccupations des victimes sur les aspects que je viens d'invoquer, en entendant être plus fidèle possible aux entretiens que nous avons pu avoir, entretiens malheureusement limités du fait des échéances imposées par la Chambre. Nous nous sommes donc rendus auprès de nos clients vers fin juillet pour les informer sur le contenu du jugement et la suite de la procédure et pour recueillir leurs vies et préoccupations sur la peine. Au cours des réunions, nous avons ainsi entendu majoritairement des femmes qui portent encore sous différentes formes des stigmates des événements et qui luttent chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille. Un nombre conséquent de victimes participantes sont en effet des femmes qui ont partagé leur étonnement, tristesse et colère au constat que toutes les charges concernant les crimes de genre sont tombées, puisque malgré les constatations faites par la Chambre et par une certaine majorité, aucun des crimes visant les femmes spécifiquement n'a donné lieu à des condamnations, pas même la persécution basée sur les genres. Nous avons aussi entendu beaucoup de déplacés qui luttent pour pouvoir offrir une éducation ou simplement des conditions de vie décentes à leurs enfants pour se redresser de l'exil forcé. À chaque rencontre, nous avons entendu des gens en soif de justice, d'une justice juste, qui tient compte effectivement du rôle clé joué par M. Alassane dans la commission des crimes lors de l'occupation de Tombouctou d'avril 2012 à janvier 2013. Nous avons été frappés par l'incompréhension des victimes face à la rupture entre ce qu'elles estiment avoir pu apporter au processus d'établissement de la vérité et ce qui résulte du jugement. Cette incompréhension est importante et se doit d'être partagée puisqu'elle a des conséquences sur la vision des victimes de ce que pourrait être ici la peine, une peine juste. Comme nous l'avons signalé dans nos écritures,
effectivement, les victimes, par rapport à leur vécu, estiment que voilà, la perpétuité, c'est la peine qui s'impose. Mais, au regard de l'ensemble du traitement ou de l'analyse qui se fait du jugement, ils se demandent quelle pourra être la peine juste. Comment pourrait-il y avoir pour les victimes une peine juste alors que des combinaisons de majorités complexes, les procès dans lesquels nous leur avons demandé de mettre leur confiance et auxquels elles ont accepté de participer, a conduit à un acquittement sur des crimes les ayant profondément traumatisés. Bien entendu, l'acquittement fait partie des issues de tout procès pénal et les victimes en ont été informées des enjeux que ces procès et les questions relatives à l'établissement de la preuve. Le cas présent ressort toutefois que d'un cas de figure extrêmement particulier dans lequel n'est pas en cause la question des preuves, des crimes commis et de la responsabilité du condamné. Tout cela n'est pas en cause, mais un jet de contorsion procédurale aux effets dévastateurs. Pour les victimes, même les condamnations pour torture ou persécution sur les motifs religieux ne peuvent résoudre à leur stupéfaction face au jugement et dans un tel contexte, toute réflexion qui pourrait être attendue des victimes sur la peine se trouve forcément piratée en quelque sorte par un profond sentiment d'injustice ou voire de trahison. Madame la juge présidente, Madame la juge, Monsieur le juge, le deuxième point que je voudrais aborder est celui des esquisses, ou plus exactement la sollicitation du pardon. Nous avons entendu longuement Monsieur le procureur et nous adhérons à tous les développements faits par les bureaux du procureur. Ici, nous partageons évidemment les préoccupations des victimes. Des échanges avec les victimes, il est apparu qu'une distinction était posée, de façon d'ailleurs explicite ou implicite, entre la position à avoir face à un condamné qui demande pardon et celui qui, en outre, admet avoir mal fait. Si M. Alassane entend s'engager sincèrement dans une procédure de demande de pardon, comme il est dit, sans se pencher sur la justification des actes qu'il a posés, les victimes continueront à questionner la sincérité des esquisses et à poser la comparaison avec la position d'aveu, par exemple, de M. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Pour un certain nombre de victimes représentées, les échanges sur la peine ont été l'occasion de chercher à comprendre pourquoi, au-delà d'une possible présentation de demande de pardon, il n'existait pas dans le chef du condamné un aveu sur la nature de son comportement, de l'expression de remords, d'avoir mal fait. Cette interrogation de victime est d'autant plus légitime au regard des propos même du condamné, indiquant qu'il était conscient qu'il accomplissait des actes contraires à la charia et dont il devrait connaître l'illégalité. Bien entendu, toute démarche dans le sens d'une sollicitation de pardon devra faire l'objet d'échanges plus approfondis avec les victimes, mais à ce stade, 2 points sont mis en avant par celle-ci. Toute demande de pardon ne pourra être acceptée que si la responsabilité est établie, si les juges ont dit les crimes commis et si une peine juste a été donnée. Et là, je renvoie à mon premier point. En conséquence, et c'est mon second et dernier point, les victimes estiment qu'à ce stade, la peine doit être déterminée indépendamment de l'attitude et des engagements, quelle que soit leur sincérité, du condamné sur une demande de pardon.
Madame la juge présidente, Madame la juge, Monsieur le juge, lorsque vous prendrez votre décision en application de l'article 76 du Statut de Rome et déciderez de la peine applicable dans ces dossiers, les victimes vous prient de tenir compte, en particulier compte tenu de l'ampleur du dommage qui concerne la population d'une ville. Monsieur le procureur n'a cesse de répéter l'impact sur la ville de Tombouctou de cet acte d'occupation de Tombouctou. Donc, de tenir compte d'une population d'une ville dans son ensemble et dont les conséquences ne s'arrêteront pas à la génération ayant vécu les événements. J'insiste sur ces points et je vous remercie. Je passerai la parole à Maître Kassongo pour la suite des observations. Merci, M. Sita. Monsieur le Président. Merci, cher confrère Maître Sita. J'ai saisi l'occasion pour d'abord remercier la Chambre de nous avoir passé la parole et surtout mes grandes salutations à Madame la Présidente, à Madame la Juge et à Messieurs les juges. Et sans oublier tous les participants, les partis et les participants. Mon intervention sera moins longue parce que je tiens à signaler que je vais intervenir sur 3 points. D'abord, un complément d'information par rapport à ce que mon confrère Maître Sita venait de vous élater. Il vous a bien éclairé sur notre démarche en collectant les informations et les observations des victimes. Et mon point sera d'abord de vous éclairer sur cette démarche en termes de résumé et d'enfoncer encore le clou sur les propos succincts des victimes. Et de manière aussi brève que possible, de dire que les victimes souhaitent une sévérité dans le prononcé de la sanction. D'abord, pourquoi cette démarche a été nécessaire? Tout simplement parce qu'il fallait rapporter les préoccupations des victimes au stade de la sanction. C'est à ce stade de la procédure. Et pour ce faire, j'ai dû me rendre sur le lieu des victimes avec bien sûr l'aval de mes confrères Maître Sita et Maître Doumbia pour rencontrer les victimes qui sont éparpillées dans la zone des 3 frontières. Et ça n'a pas été chose aisée et chose facile. J'ai dû poser la question en termes d'attente, une seule question en regroupant les victimes dans cette zone des 3 frontières. Alors, il y avait d'un côté un groupe de femmes qui étaient interrogées sur une question que je vais vous relater, les réponses, et de l'autre côté, le groupe d'hommes qui étaient interrogés sur la même question séparément pour pouvoir comprendre les aspirations des uns et des autres au stade de la sanction. Et sans oublier les jeunes, c'est-à-dire les jeunes adolescents qui font beaucoup plus leurs enfants hier en même temps que l'ensemble de la collectivité. Et sans plus attendre, la question était de savoir qu'attendez-vous de la Chambre en termes de sanctions. Voulez-vous que cette sanction soit sévère, soit légère, ou alors pour pardonner? Sans vraiment rentrer dans le détail, les victimes du groupe, les femmes ont été beaucoup plus sévères avec des mots qui ont marqué leur état d'esprit. Le choc ne permet pas à ce que la sanction soit simple, moindre, légère. Ils ont, ces femmes interrogées, répondu de la même manière en mettant l'accent sur
la gravité des images, préjudice du spectacle connu à Tombouctou et parmi elles, celles qui ont connu directement les mêmes actes n'étaient pas du tout à l'aise lorsque elles répondaient. Et le mot choc s'accompagnait de mots honte, le mot choc s'accompagnait de la dignité perdue, ce mot choc s'accompagnait de la honte. Et du coup, aïe aïe aïe. It seems we seem to have Présidente, apparemment, on a perdu la connexion. Ou alors, à tout le moins, il y a quelques problèmes techniques. Monsieur le greffier. it appears that Alors, il y a un problème technique de l'autre côté. Donc, Maître Nsita, peut-être devrions-nous passer à l'intervention de Monsieur Doumbia et voir si on peut revenir à Maître Kassongo si le temps nous le permet. Voilà ce que je propose. C'est à ça que je pensais aussi, Madame la Présidente. Oui. Donc, Maître Doumbia, si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole. Mr. Doumbia, Maître Doumbia, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes en mesure de faire votre intervention? Oui, je vous entends parfaitement. thank you. Please proceed. Président, merci. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Madame la Présidente, honorable juge, bonjour. Je suis du terrain et je voudrais partager avec vous quelques échos de ce terrain relativement aux victimes que nous avons rencontrées ces derniers jours. Ces propos qui sont recueillis sur quelques victimes, une dizaine, je voudrais bien, si le temps me le permet, résument en quelque sorte ces victimes-là qui participent à cette procédure et qui envoient au juge leurs profondes aspirations quant à l'issue finale de ce procès. La première victime qui expose son cri de cœur de la manière suivante. Elle dit: vu la gravité des faits, Al-Hassan mérite de rester en prison pendant longtemps encore pour qu'il réfléchisse sur ce qu'il a fait à la population de Tombouctou. Si on nous le donne aujourd'hui, il ne verra pas le jour. S'il ne demande pas pardon sincèrement, alors qu'il reste en prison pendant le reste de sa vie. Une deuxième victime nous fait part de ses aspirations profondes. Elle dit: il y a toujours des groupes armés dans Sardine qui terrorisent les gens au nord du Mali. Nous savons ce qui se passe à Tombouctou par l'intermédiaire de nos parents qui sont restés. Vu les informations que nous recueillons,
la population de Tombouctou n'est toujours pas prête à pardonner à Al-Hassan. Les populations qui sont restées vivent dans la misère à cause de ce passé douloureux. Ces gens sont détruits et dévastés. Les populations risquent de se soulever en le revoyant à Tombouctou. Elles pourraient se résigner si on les en empêche, on les empêche de réagir, mais elles ne pardonneront jamais. Une troisième victime dit ceci. Je pense qu'il faut le garder pendant le temps qu'il faut jusqu'à ce il ne soit plus en mesure de reprendre les faits pour lesquels il est actuellement en prison. Sinon, les parents restés sur place pourraient continuer à souffrir de ces méfaits. En tous les cas, c'est à la justice de décider ce qu'il faut pour lui. Qu'il soit sanctionné à la hauteur de la gravité de ses faits, des actes qu'il a commis à l'égard des victimes qui doivent obtenir réparation. Une quatrième victime dit ceci. Pour moi, il doit passer le reste de sa vie en prison parce que les mêmes problèmes qu'il a causés sont toujours là. Nous vivons les mêmes problèmes. Le temps qu'il a déjà fait en prison n'est pas suffisant. Les méfaits de ces gens se sont répandus partout et ils doivent réparer tous les préjudices qu'ils ont causés. Un être humain ne peut pas se lever un matin pour persécuter toute une population, mutiler des gens, les flageller, les violer et penser que quelques années suffisent à laver tout cela. Tous ceux qui ont subi des préjudices de la part de ces gens doivent obtenir une juste réparation. Une quatrième ou une cinquième personne dit, nous ne sommes pas prêts à pardonner. Qu'il passe le reste de sa vie en prison ne nous dérangerait en rien. Ils ont emporté tout ce que nous avions de plus cher. Notre dignité, notre honneur, nos biens, or et animaux. La stigmatisation à l'égard des femmes victimes de viols et autres violences sexuelles persiste et les enfants issus de ces mariages forcés sont traités de rebelles. Certains de nos frères ont disparu depuis 2013 et on ne sait s'ils vivent encore ou pas. Une autre victime dit, si Al-Hassan part au nord aujourd'hui, la population ne le pardonnera pas, surtout qu'il a été acquitté pour certaines charges. Qu'il ait des chefs ne suffit pas pour le blanchir de certains de ces faits criminels qu'il a posés. Une autre victime nous dit,
nous ne pourrons pas oublier ce qu'il a fait, raison pour laquelle nous ne pouvons pas pardonner et nos enfants non plus. S'il arrive parmi nous, nous ne pourrons pas le supporter. Ce que Al-Hassan nous a fait n'est pas comparable avec ce que les autres nous ont fait. Une autre victime nous a partagé ceci. Jusqu'aujourd'hui, les groupes armés d'Ansardine et AQMI sont toujours là-bas. Ils sont toujours là, mais un peu plus dispersés. J'ai quitté Tombouctou avant-hier seulement. Une fois de retour, il peut être éliminé et les membres du groupe Ansardine par les membres du groupe Ansardine. Il détient beaucoup de secrets de ces gens-là, s'agissant des djihadistes. Aujourd'hui, l'évidence est que les groupes djihadistes cherchent à tuer tous leurs chefs. Tout ce que Al-Hassan mérite, c'est de rester toujours en prison parce qu'il nous a fait beaucoup souffrir. Une autre victime dit ceci. Je m'excuse de le dire ainsi, mais les peaux rouges ne pardonnent jamais et sont toujours prêts à se venger. Donc, qu'il meure en prison. Même si Al-Hassan est libéré et interdit de séjour à Tombouctou, il aura toujours ses radars, ses racines, des membres de son groupe qui restent toujours sur place à Tombouctou. Il ne va jamais abandonner. Il est un leader et s'il retourne demain, il aura des adeptes prêts à le suivre et qu'il peut toujours reconstituer le même groupe autour de lui. Il a toujours son influence dans la population. Il y a une autre victime qui nous dit, quand ton père a été tué par un serpent, alors tu as peur de la corde noire. Si on laisse Al-Hassan parmi la population, lui-même sera mal à l'aise. Car la graine de la vengeance et de la désolation a été déjà, puisque le mal est déjà fait. Qu'importe l'issue de ce procès, la population ne pourra jamais oublier ce qui a été fait pour son propre bien. Il est mieux qu'il reste en prison. Madame le Président, honorable juge, j'ai tenu à partager ces quelques propos en citant directement ces victimes pour illustrer à quel point la douleur est encore vive au sein de la population de Tombouctou. Et pas que. Beaucoup ne sont pas à Tombouctou, mais ils ont aujourd'hui les mêmes ressentiments. Ils vivent les mêmes affres du passé. Leur seul souci aujourd'hui, comme une des victimes a eu à le dire, c'est de ne plus jamais rencontrer Al-Hassan sur leur chemin. Puisqu'une victime a dit, si d'aventure Al-Hassan devait être à
Mr. Doumbia. La juge présidente, Maître Doumbia, excusez-moi de vous interrompre, mais vous avez atteint la limite de votre temps de parole, donc je vous demanderai de bien vouloir conclure maintenant. Je vais finir, c'était la dernière phrase que je voudrais prononcer. Je voudrais juste dire que le ressentiment de nos populations aujourd'hui, c'est ces yeux rivés sur cette justice en laquelle elles croient fermement et elles pensent que justice leur sera rendue. Je vous remercie, Madame la Présidente. Thank you very much. La juge présidente, merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-nous, je pense que le problème technique continue à être d'actualité avec Maître Kassongo, mais de toute façon, donc, nous aimerions remercier la représentation légale des victimes qui a bien voulu présenter ses arguments à la Chambre. Et je me tourne maintenant, vers la défense. Maître Taylor, vous pouvez commencer. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait scinder la présentation de vos arguments comme vous le souhaitez, et notamment donc ceux pour qui cela a été autorisé. Vous avez la parole, Maître Taylor. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Et nous n'avons absolument aucune objection à ce que les arguments de Maître Kassongo soient déposés par écrit pour que, si cela peut être utile, pour qu'il n'y ait pas d'entrave. La juge présidente, je vous remercie. Maître Taylor, Madame la Présidente, Madame, Monsieur les juges, en 2012, Monsieur Alassane n'était pas un homme politique, ce n'était pas un soldat. Il n'avait pas choisi une vie de conflit. Il n'avait pas choisi de supporter la lourde responsabilité de la paternité pendant une période sombre et difficile. Il est maintenant condamné pour les choix qu'il a faits. Et il a essayé d'obtenir le pardon des personnes à qui il a nui. Et il s'agit de la population de Tombouctou. Et nous sommes maintenant ici devant vous. Nous nous exprimons en son nom pour vous demander d'exercer votre pouvoir discrétionnaire de façon humaine et de façon équitable. Et je vais en fait vous expliquer dans quel contexte difficile a eu lieu le comportement de M. Alassane. Je vais expliquer comment ces choix ont été modelés et par quelles contraintes. Je vais également vous expliquer pourquoi l'assistance qu'il a rendue à la population de Tombouctou mérite votre clémence. Une peine réduite est également proportionnée à la nature réduite de sa connaissance et de ses contributions. Maître Mélissa Beaulieu-Lucier vous parlera de la pertinence de la situation personnelle de M. Alassane pour que la Chambre puisse forger une peine qui sera proportionnelle compte tenu de l'intégralité des circonstances. Maître Setti vous parlera d'un argument précis soulevé par le bureau du procureur et la représentation légale des victimes au sujet de la gravité et des circonstances atténuantes. Alors vous avez dans l'annexe A toutes les citations auxquelles je vais faire référence. Il s'agit du tableau 1. Vous avez l'annexe B également qui fait référence aux arguments présentés par l'accusation avec les références croisées au titre et au chapitre, aux têtes de chapitre des jugements avec des codes de couleur. Et cela permettra à la Chambre de comprendre et d'évaluer s'il y a eu véritablement double comptabilité ou double comptage, et cela permettra de faire en sorte que le jugement soit rendu de façon plus rapide. L'annexe C énumère les paragraphes précis sur lesquels la Chambre s'est appuyée pour conclure, pour les charges pour lesquelles M. Alassane a été acquitté. La juge présidente, Maître Taylor, à ce sujet, alors, cela n'a pas été autorisé par la Chambre, ce dépôt d'écriture, j'entends. Ce n'est pas un concept que nous connaissons dans le contexte des arguments présentés à la Chambre. Vous pouvez tout à fait y faire référence, mais comprenez que la Chambre ne prendra pas cela en considération comme autant d'arguments déposés par écrit. Donc, vous pouvez tout à fait avoir recours à ces éléments lorsque vous adressez à la Chambre, mais vous pouvez tout
tout à fait faire les références telles que vous le souhaitez, mais voilà quel est le point de vue de la Chambre et je vous demande de poursuivre. Maître Taylor, merci, Madame la Présidente. Monsieur Alassane a été acquitté de la moitié des chefs d'accusation et de plus de la moitié des incidents qui faisaient l'objet des charges en l'espèce. Mais bien qu'il ait été acquitté des persécutions pour genre, viol et mariage forcé, le procureur ainsi que la représentation des victimes continuent à se reposer sur pour les problèmes provoqués par ces crimes. Donc ils vous ont demandé en fait de le punir pour ces crimes, des crimes pour lesquels il a été considéré comme innocent. Et comme je le dis, donc, ce qu'ils demandent se base sur un acquittement. Et ils ont fait fi de ces acquittements parce que, lors de leurs arguments, ils ciblent des groupes tels qu'Ansardine et Al-Qaïda et non pas M. Alassane. Mais aujourd'hui, dans ce prétoire, le rôle de la Chambre ne consiste pas à punir Al-Qaïda ou Ansardine. Il ne consiste pas non plus à sanctionner la charia. Votre rôle consiste à déterminer les limites d'une peine juste et équitable pour M. Alassane. Et lorsque vous prononcez une condamnation de culpabilité, vous évaluez le comportement. Mais lorsque vous prononcez une peine, vous devez ne pas oublier l'homme de cette conduite, l'homme qui se trouve assis derrière moi, un père, un mari, un survivant de torture. Et lorsque vous évaluez son comportement, sa conduite, j'aimerais vous demander de ne pas oublier ce que je vais vous dire maintenant. Dans la région du Brabant, aux Pays-Bas, il y a une statue qui a été érigée pour rendre hommage à un Allemand qui répondait au nom de Karl-Heinz, un appelé de 18 ans qui était cantonné aux Pays-Bas alors que ce pays était occupé. Lorsque le village dans lequel il était cantonné a été bombardé, il a sauvé 2 enfants néerlandais qu'il a emmenés à leur mère dans une cave et lorsqu'il est ressorti à l'air libre, il a été tué par l'un des obus. Et la plaque sur sa statue rend hommage à toutes les personnes qui font le bien pendant des périodes maléfiques. Et cette plaque ne lui rend pas hommage parce que c'était une bonne personne. Il n'est absolument pas indiqué que tout ce qu'il avait fait était bon. Mais on rend hommage au fait que pendant 7 secondes, lorsqu'il a entendu le bruit des obus qui tombaient, au lieu de courir et de se protéger, il est resté et a protégé d'autres dans une situation qui était particulièrement difficile et il a fait le bien ce faisant. Alors, comme les historiens ou les juristes calfeutrés à La Haye le font, il est tout à fait facile de se livrer à des conjectures au sujet de ce que d'aucuns auraient fait, auraient pu faire lorsqu'on se trouve confronté à un dilemme moral et juridique auquel sont confrontées des personnes dans des périodes particulièrement difficiles. Mais en fait, en tant que juge, j'aimerais vous demander de vous mettre à la place de M. Alassane, de voir les choses par ses yeux. Et alors que vous avez considéré que M. Alassane était coupable de ces crimes, nous vous demandons de faire preuve de clémence pour tous les efforts qu'il a déployés pour faire le bien et pour obtenir une certaine retenue alors qu'il s'agissait d'une période difficile et particulièrement sombre, alors qu'il n'était pas du tout à l'origine de cette période. En 2012, c'était un homme marié qui avait un jeune bébé, un garçon, et alors que sa femme était enceinte d'une fille. En tant que fils aîné de la famille, M. Alassane était responsable de ses parents âgés et de toute sa famille. Son père, ancien vétérinaire, était à la retraite. Compte rendu d'audience 94, page 40. La Chambre de première instance a reconnu lors de son jugement que l'armée malienne pouvait représenter un danger pour M. Alassane. Jugement, paragraphe 1754. Et voyons en fait quelle était la nature de ce risque. Le témoin D605, un jeune Touareg, a été menacé de mort alors qu'il se trouvait à Bamako. Et d'ailleurs, le témoin D534, qui était également cantonné près de Bamako, a également été menacé de mort. Le témoin D240 a présenté lors de sa déposition des preuves suivant lesquelles les routes entre Bamako et le nord étaient extrêmement dangereuses du fait de la présence de l'armée malienne. Donc fuir Bamako
manifestement pas une solution viable pour M. Alassane et sa famille. La Chambre a également entendu le témoignage du témoin D540 qui a expliqué à quel point il était difficile de fuir de Mauritanie. Il a essayé de le faire et a dû abandonner parce que cela était beaucoup trop difficile pour sa tante. Le témoin D211 a indiqué que ses parents avaient fui jusqu'en Mauritanie à dos de chameaux et d'ânes. Cela leur a pris un très long temps et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dû dormir à la Belle Étoile sous des arbres. Il y avait très peu d'eau potable, elle était très chère et il n'y avait absolument aucun médicament. La Chambre a également entendu le témoin à charge P1086 qui a expliqué que 2 Touaregs de son convoi ont été brutalement tués alors qu'ils se trouvaient en route vers la Mauritanie. Alors mettez-vous à sa place. Si vous aviez votre femme enceinte avec un très jeune fils, très peu de moyens et très peu d'argent, est-ce que vous auriez pris le risque d'emprunter cette route pour vous retrouver dans un camp, dans de telles conditions? Donc M. Alassane est resté au Mali. Et qu'est-ce qu'il était censé faire pour survivre? Sa pharmacie a été fermée. Là, il y avait une telle situation d'insécurité qu'il ne pouvait plus s'approvisionner en médicaments. La situation à Zoro était particulièrement austère et il n'y avait pas grand-chose là-bas, tel que cela a été expliqué par les témoins D627, D0803 et D0243. Monsieur Alassane devait aller à Tombouctou et revenir de Tombouctou pour obtenir les médicaments pour sa famille et pour la communauté. Il n'y avait aucune possibilité d'emploi à Zoro. Lorsque les groupes sont arrivés à Tombouctou, Alassane est allé trouver le MNLA à l'aéroport pour essayer d'obtenir du travail. Mais ils n'ont pas voulu de M. Alassane parce qu'il n'avait pas d'armes. Donc, ils l'ont renvoyé à Tombouctou. Et à ce moment-là, il n'avait plus que 200 000 francs CFA, ce qui représente un total d'environ 300 €. Il espérait pouvoir épargner cet argent pour s'échapper avec sa famille. Cela figure dans sa déclaration. Il a donc ensuite essayé de se faire un peu d'argent en vendant des armes légères à des négociants arabes locaux, ce qui n'était pas une bonne idée. Mais lorsqu'il a fait cela, son cousin, qui travaillait d'ailleurs déjà avec les islamistes, a dit à M. Alassane qu'il devait venir avec lui au camp militaire pour rencontrer les dirigeants dans Sardine. « Tu dois partir avec moi ». C'est ce qu'il lui a dit. Et là, donc il a été emmené devant les dirigeants dans Sardine qui l'ont convaincu de son obligation et du besoin qu'il avait de travailler avec le groupe. Et même à ce moment-là, son premier instinct a été d'essayer de travailler à l'hôpital pour pouvoir utiliser ses compétences médicales pour aider les gens. Et cette demande a été rejetée. Il a été emmené directement à la police par Cheikh Abdallah qui lui a dit qu'il pouvait travailler en tant qu'interprète du fait de ses compétences linguistiques. Donc Alassane s'est retrouvé à la police après avoir épuisé au moins 3 autres possibilités et après avoir été convaincu du besoin, de l'obligation d'accepter ce travail. Il ne s'agit pas de la trajectoire d'un fanatique, c'est plutôt le parcours du désespoir. Dans son jugement, la Chambre a fait référence à 2 exemples de personnes à qui, en Sardine, a demandé de travailler avec eux et qui ont refusé. Il s'agit des témoins P0557 et P0638. Mais après avoir refusé cette offre de travail, le témoin P557 a quitté Tombouctou et y a laissé sa femme et son enfant. Le témoin P0638, qui était jeune et célibataire, s'est rendu plusieurs fois en Mauritanie, notamment d'ailleurs ou grâce à l'aide d'un occidental qui avait les moyens. La réticence de M. Alassane à faire la même chose, à savoir à laisser sa femme enceinte, son jeune enfant et ses parents âgés, exige votre clémence, votre compréhension et non pas une peine forte. La Chambre a également conclu que l'explication fournie par M. Alassane au sujet du contexte dans lequel il a rallié en Sardine correspondait aux éléments avancé par ses associés proches qui le connaissaient. Alors, qu'ont-ils dit, ces associés proches? Le témoin D211 qui a confirmé qu'il n'y avait pas d'autres emplois disponibles pour la population qui n'avait pas
déjà un travail ou un négoce. En tant que Touareg, ce n'était pas possible de rester à Tombouctou sans être associé ou protégé par l'un des groupes. Le témoin D211 a également témoigné que M. Alassane lui avait dit qu'en Sardine était la force la plus puissante présente. Et il a dit la moitié des gens dans cette ville sont des étrangers, ce ne sont pas des locaux. Et si nous, la population locale, n'intégrons pas en Sardine, nous allons ne plus pouvoir défendre nos voisins, nos connaissances et nos frères. Donc ce ne fut pas la religion, l'argent, ce ne fut pas la haine non plus, mais ce fut l'amour pour autrui, pour ses voisins, pour ses connaissances, pour la population locale qui étaient ses frères et qui avait besoin de sa protection. C'est cela qui a poussé M. Alassane à rallier en Sardine. De même, d'après le témoin D243, Hassan m'a dit que l'une des raisons pour lesquelles il avait rallié en Sardine, c'était pour protéger sa famille et pour protéger la population en Tombouctou. Et c'est à cause de lui ou grâce à lui plutôt, que les gens ont pu rester à Tombouctou à ce moment-là. Et les témoins D0243 et D0272 ont témoigné que la protection de M. Alassane ne s'étendait pas seulement à la tribu Kel Ansar ou aux Touaregs. Donc oui, effectivement, lorsque M. Alassane n'a pas eu de d'autres possibilités de protéger sa famille, il a été convaincu de la nécessité de travailler avec en Sardine et il a utilisé cette position, cette fonction pour aider la population locale. Et nous citons dans nos arguments écrits plusieurs exemples qui permettent de comprendre comment M. Alassane a utilisé sa fonction pour aider la population locale de façon non discriminatoire. Ce comportement de clémence ne s'est pas restreint à ses actes. Il a également utilisé sa fonction pour conseiller d'autres pour qu'ils fassent la même chose. Le témoin P0582 l'a confirmé à la note de bas de page 2668 du jugement. En première instance, la Chambre a cité cet élément de preuve suivant lequel M. Alassane l'avait conseillé d'interpréter de façon à favoriser la population locale. Le témoin P0582 a également témoigné que M. Alassane avait réprimandé un officier de police appelé Bilal qui avait tiré près d'un local. Bilal a été discipliné pour cela, sanctionné, ensuite quitté, parti et rejoint le Mujao. Le témoin D605 a témoigné que M. Alassane lui avait conseillé de toujours utiliser le calme et la retenue avec la population locale, tout comme Sanda. M. Alassane a aidé à faire en sorte de traduire en justice un officier de police qui avait violé une femme locale. Ce contexte doit également éclairer la Chambre dans sa manière d'évaluer les éléments de P0150 selon lesquels les leaders étaient heureux d'avoir M. Alassane et le louer parce qu'il était strict. Nous n'avons pas de date de cette conversation entre P0150 et les leaders et nous n'avons pas d'exemple de conduite à laquelle est censé faire référence. Mais nous savons que, d'abord, premièrement, Alassane était strict vis-à-vis des membres de la police dont les actions menaçaient de nuire aux populations locales. Et deuxièmement, nous savons que les leaders d'Ansa Diné et Khmi souhaitaient favoriser des relations pacifiques et de respect avec les populations locales. Et comme vous le verrez dans l'écriture 1252, paragraphe 466. Donc, la seule interprétation raisonnable du sentiment selon lequel les leaders étaient heureux avec M. Alassane, étaient contents de M. Alassane, c'est parce qu'il les aidait à régner et à limiter quiconque souhaitait ou risquait de nuire aux populations locales. Et il l'a fait également à travers la résolution des conflits de manière pacifique, comme vous le verrez, comme vous l'avez constaté. De la même manière, la Chambre d'instance ne saurait octroyer le moindre poids aux soumissions de l'accusation selon lesquelles M. Alassane portait une arme lors des punitions publiques. Il n'y a qu'un seul exemple, qu'un seul cas où la Chambre trouvera M. Alassane porter une arme, qui est l'exécution de M. Moussa, qui ne fait pas partie des crimes faisant peser des charges. Cet exemple ne peut pas être utilisé pour généraliser le fait. Vous avez les vidéos, vous avez vu les punitions pour lesquelles M. Alassane a été condamné coupable, et vous voyez qu'il n'avait pas d'arme à ces moments-là. Les circonstances de l'exécution de M. Moussa
n'ont pas lieu d'entrer dans le cadre des éléments pour lesquels M. Alassane a été reconnu coupable. Moussa était un membre d'Ansadine et non pas un civil. Et il a accepté d'être jugé selon la charia. M. Alassane a même demandé à M. Moussa de fuir. Et la réponse de M. Moussa a été de dire qu'il pourrait fuir des humains, mais pas de Dieu. Moussa ne présentait pas un risque de fuite et Alassane le savait, c'était son ami. Et Alassane était là également pour le soutenir après n'avoir pas pu le sauver. Monsieur Alassane et sa volonté d'indulgence n'a pas toujours été couronnée de succès. Le tribunal islamique n'a pas accepté les allégations de rapports de police selon lesquels une victime en particulier a été violée par son beau-frère. Mais il a essayé, Alassane. Il l'a fait en se mettant lui-même en situation de risque. Dans un sermon, un chef religieux a averti qu'une fois que la police ou la SBA avait reçu une plainte pour adultère, vol ou consommation d'alcool, personne ne pouvait intervenir contre la volonté d'Allah. Et les preuves montrent que si Alassane a fait ce qu'il pouvait pour protéger les populations locales à travers une interprétation subtile et en faisant preuve d'indulgence, il s'est également vu confronté à une certaine défiance ouverte quand M. Alassane a dit à M. le procureur que les gens étaient effrayés de ces châtiments, qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Il faisait référence également à cette crainte de représailles, la manière dont M. Alassane a réagi à l'arrestation de son oncle, par exemple. Lorsque le procureur lui a posé des questions à M. Alassane sur cet incident, il a également demandé si son oncle a été arrêté avant ou après que Hussein Aoubadi soit fouetté. Et à l'instar de l'oncle de M. Alassane, Hussein Aoubadi était également membre du groupe qui avait cassé les règles. Et c'est pour cela qu'Alassane avait peur, parce que c'était après. Il avait peur de ce qui adviendrait si lui, en tant que membre du groupe, son oncle ou quelqu'un d'autre, violait les règles. Donc même lorsque son oncle, un proche, même pour son oncle, un proche, Alassane a fait ce qu'il pouvait, en ne résistant pas, en ne défiant pas, en ne participant. Mais en participant, et en particulier, Alassane a demandé à l'émir de la police si c'était Alassane qui pouvait être celui qui arrêtait son oncle, pour s'assurer que celui-ci ne serait pas battu. Et finalement, c'est son cousin, et non pas Alassane qui a pu atteindre le pardon de Moujao, et pas Alassane parce qu'il ne pouvait pas. C'était ça, le modus operandi d'Alassane. Il utilisait sa présence pour protéger et pouvoir susciter l'indulgence et la mesure. Et c'est de cela, mesdames, messieurs les juges, dont on parle, de mesure et d'indulgence. Et c'est pour ça que je vous demande de prendre cela en compte dans la peine que vous allez prononcer. Typiquement, l'indulgence dont on fait preuve lorsque la personne utilise sa position, lorsqu'elle le peut, pour insuffler cette indulgence. Dans votre jugement, vous avez reconnu que M. Alassane était quelqu'un qui essayait d'aider, paragraphe 1070, et ça va au-delà des membres de sa tribu, des membres de ses amis. Il a défendu des gens du cru qui simplement le connaissaient, des connaissances. Madame la Présidente, Madame, Messieurs les juges, le vrai effet dissuasif s'atteignait en ciblant les meneurs de cette occupation et pas les individus qui ont été emportés par cette vague. Ces préceptes appliqués par les locaux qui ont dû assumer des positions difficiles dans des moments difficiles. Après la Deuxième Guerre mondiale, Israël a commencé à juger ou à poursuivre les collaborateurs juifs. Il y en avait 40 cas à peu près.
dont la plupart, et en moyenne, ont été condamnés à 17 mois d'emprisonnement, 10 ans pour la peine la plus lourde. Parce que cette communauté qui a tellement souffert a compris le contexte de ces procès. Et tout ceci était clairement établi par la Cour suprême de l'affaire Berella, qui disait que les gens se souciaient de leur famille. Et ces lois, ces interdictions ne sont pas établies pour les héros exceptionnels, mais pour les mortels ordinaires et leurs faiblesses. Et donc le Conseil islamique de Tombouctou et dès 553 avait la même vision. Alassane n'était pas un des meneurs du groupe, il n'était pas avec eux lorsqu'ils sont arrivés les 1er 2 août ou 2 avril et instauré ce système. C'était un local qui, comme tant d'autres, a été emporté par l'arrivée de ce groupe. Madame la Présidente, il est 13 h, bon moment pour faire la pause déjeuner. Président, merci Maître Taylor. J'attendais effectivement un moment opportun pour faire la pause. Nous allons lever la séance à ce stade et nous nous retrouverons à 14 h. Donc une pause déjeuner plus courte pour nous assurer que nous respectons les délais que nous avons aujourd'hui. C'est la masse.